Voilà, comprendre la cholestase. On avait dit qu'il fallait un sujet un peu de culture générale, des choses qu'on ne voit pas, enfin, qu'on voit tous les jours sans savoir vraiment comment ça marche parfois. Voilà, alors la bile, c'est quoi? C'est un liquide, vous le savez, constitué quasiment d'eau à 100%, 97%, et qui assure l'écoulement des substances produites par le foie ou les voies biliaires. Alors comment ça se passe? Alors, j'ai pas de... Vous avez donc l'hépatocyte qui a un pôle sinusoïdal et un pôle biliaire dans les canalicules. Vous avez cette structure-là en vert qui est une pompe à sels biliaires. Donc les sels biliaires sont activement sécrétés dans les canalicules. Et c'est cette sécrétion d'acide biliaire qui entraîne, par passage osmotique, qui entraîne l'eau interstitielle qui fait donc le premier contingent hydrique de la bile. Du côté sinusoïdal, vous avez deux transporteurs d'acides biliaires qui assurent le transport des acides biliaires du sang vers l'hépatocyte. Deux autres pompes vont intervenir. Une en rouge ici, qui est pour les aminophospholipide, qui est une pompe plutôt réentrante, et une autre pour les phospholipides, on verra leur intérêt après. Ça, c'était au niveau hépatocytaire. Dès qu'on arrive au niveau ductulaire, c'est-à-dire dès que vous avez un épithélium biliaire, vous avez un ajout d'eau, à peu près 25% de la quantité totale de bile, et un ajout de deux substances importantes, le chlore, qui est assuré par le transporteur CFTR, et ce transporteur CFTR, vous savez qu'il peut être altéré dans la mucoviscidose, d'où les lésions biliaires qu'on peut avoir dans la mucoviscidose. Un autre élément important, c'est un échangeur chlore-bicarbonate qui va assurer la présence de bicarbonate dans la bile. Et cette présence, vous savez qu'elle est importante parce qu'elle fait un effet un peu parapluie pour les acides biliaires, ce qui empêche leur addition à un proton, à un ion H+. Alors que se passe-t-il dans la cholestase? Dans la cholestase, vous avez une diminution de la sécrétion biliaire. Donc les acides biliaires augmentent en quantité dans l'hépatocyte, ce qui va bloquer les pompes au pôle sinusoïdal et entraîner une augmentation de la synthèse des phosphatases alcalines dans l'hépatocyte, notamment au pôle sinusoïdal, où ces phosphatases alcalines vont être solubilisées et vont passer dans le sérum par réaction. C'est-à-dire que vous avez une augmentation des phosphatases en concentration qui sont solubilisées, qui passent dans le sérum, ce qui explique donc que dans la première anomalie de la cholestase au niveau hépatocytaire, c'est l'augmentation des phosphatases alcalines sériques. Excusez-moi, je reviens en arrière. La gamma-GT. On a tous en tête que la gamma-GT fait partie, ou souvent c'est ce qu'on pense, qu'il y a une augmentation de la gamma-GT à la cholestase. Certes, oui, mais l'augmentation de la gamma-GT dans la cholestase, dans le sérum, est secondaire à une augmentation de la synthèse également et de la solubilisation, mais dans les cholangiocytes et pas dans l'hépatocyte. Donc, vous verrez la structure tout à l'heure. Une cholestase avec augmentation de la gamma-GT intéresse obligatoirement les structures ductulaires, c'est-à-dire les structures où il y a un cholangiocyte. L'augmentation de la gamma-GT est absente dans le sérum en cas de cholestase purement canaliculaire. Alors ça donne quoi? C'est quand même plus... Alors j'ai pas de... Là vous avez donc... On peut le... Je ne vois pas. C'est en bas ça? Ah oui. Voilà. Vous avez ici les travées d'hépatocytes. Ces travées d'hépatocytes délimitent le canalicule qui n'a pas de paroi propre, donc qui n'a pas de cholangiocyte. Toutes les cholestases, donc par anomalie des pompes hépatocytaires, ne mettent pas en jeu de cholangiocytes et n'entraîneront pas d'augmentation de la gamma-GT. L'augmentation de la gamma-GT intéresse les phénomènes cholestatiques qui sont en aval du premier ductule, appelé parfois canal de Hering ou cholangiole. En aval de tout ça, dès que vous avez une cholestase à ce niveau, vous aurez une augmentation de la gamma-GT. Une autre composante qui est souvent associée dans nos têtes à la cholestase, c'est l'hyperbilirubinémie conjuguée. Alors, en fait, c'est quelque chose d'assez
Étonnant, mais en fait, le métabolisme de la bilirubine est différent des transporteurs des acides biliaires ou des phospholipides. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément dans une cholestase une augmentation de la bilirubine conjuguée sérique. Donc en pratique, ces deux entités, même si elles sont souvent réunies, sont séparables. Et vous savez qu'il y a des syndromes comme le retard Holduin-Johnson où il n'y a pas de cholestase, mais simplement un défaut de ce transporteur et une augmentation de la bilirubine conjuguée isolée. Donc une cholestase peut être présente sans ictère. Une cholestase peut être présente sans ictère parce que pas d'augmentation donc de la bilirubine conjuguée dans le sang. Le diagnostic. Alors, la cholestase, c'est défini ici donc, par la diminution de la formation de la bile. C'est une fonction qui n'est pas directement mesurable, et vous savez faire le diagnostic. Il y a des signes cliniques, des signes biologiques. Et le diagnostic de la cholestase, il est établi comme ça. C'est une augmentation des phosphatases alcalines supérieure à 2N, avec au moins un des facteurs suivants. Pardon. Attendez, je me perds un petit peu. Voilà. Augmentation de la gamma-GT, ou ictère à bilirubine conjuguée, ou phosphatase alcaline augmentée avec absence de pathologie osseuse, de croissance ou de grossesse, ou prurite, ou augmentation des acides biliaires. Bien sûr, on peut avoir tout ça de groupé. Mais si vous avez donc un des éléments, par exemple des phosphatases alcalines augmentées, aucun des autres éléments et la présence d'une pathologie osseuse ou un individu en croissance ou lors d'une grossesse, vous savez que ça n'a pas de valeur. Donc les critères diagnostiques de la cholestase, ce sont ceux-là. Les étiologies. Alors, il y a deux types de cholestase. Les étiologies par obstruction, par atteinte des voies biliaires, et les étiologies non obstructives par atteinte des transporteurs biliaires. Les étiologies obstructives. J'ai fait là le schéma donc, de tout l'arbre biliaire. Ça commence donc au ductule, canaux de Hering, c'est un synonyme, puis les canaux interlobulaires, et qui donc toutes ces ramifications, par addition successive, vont former donc des canaux de plus en plus gros. Ici, bon, il y a marqué ce qui est accessible en IRM et ce qui est accessible à la PBH. Dès que vous avez donc une obstruction sur ces voies biliaires, mais c'est presque un pléonasme, vous aurez un ictère cholestatique. Le but ici, ce n'est pas de détailler, parce que ce n'est pas le but du topo. Vous savez tous les causes de cholestase par obstruction, les maladies du pancréas, des cancers des voies biliaires, les papillomatoses, les calculs et parasites, les sténoses, quelle que soit l'origine, post-opératoire, ischémique, cholangite à IgG4, adénopathie extrinsèque. Voilà. Et là, ici, mais ce n'est pas le propos du topo, c'est bien sûr tous les moyens diagnostiques pour arriver donc à ces conclusions. Sur les petits canaux biliaires, vous avez donc les désordres dysimmunitaires, génétiques et idiopathiques. Là, par exemple, dans une CVP, effectivement, vous avez une atteinte des voies biliaires par inflammation des canaux. Et donc là aussi, vous avez donc les moyens diagnostiques pour y arriver. Ce n'est pas vraiment le propos du topo. Le propos du topo, c'est juste après. Donc c'est la cholestase non obstructive par atteinte des transporteurs biliaires. C'est-à-dire les structures qu'on a déjà vues. Alors là, vous avez plusieurs configurations. L'inflammation, les médicaments et les cholestases héréditaires. Alors comment une inflammation peut entraîner une cholestase? Dans un syndrome inflammatoire, vous avez une libération d'interleukine bêta, d'interleukine 6, de lipopolysaccharides en général qui sont d'origine d'ailleurs exogène, et de TNF-alpha. Toutes ces structures vont jouer donc à la fois sur la pompe à phospholipides et sur la pompe à acide biliaire. Et c'est comme ça que donc on explique la cholestase des hépatites aiguës, qu'elle soit virale, alcoolique, auto-immune, infectieuse ou bactérienne. Les cholestases médicamenteuses. Là aussi, vous avez les médicaments qui vont jouer donc sur ces deux pompes, la pompe à phospholipides et la pompe à acide biliaire. C'est une liste qui est indiquée ici, mais qui est loin d'être exhaustive, vous le savez, on a vu tout à l'heure de nouveaux exemples. C'est finalement une histoire sans fin.
les cholestases non obstructives par atteinte des transporteurs biliaires. Les cholestases donc, qui sont cette fois héréditaires. Alors là, 4 causes, et vous verrez qu'il y a quand même un distinguo à faire. La cholestase gravidique, le HELPAC syndrome, mais que j'ai mis ici uniquement par simplification, vu la cause, parce qu'en fait, dans le HELPAC syndrome, vous savez que c'est une précipitation dans les canaux biliaires, vous avez des formations de calcul, donc c'est une cholestase obstructive, mais d'origine génétique. Et après, des maladies beaucoup plus rares, la cholestase récurrente bénigne et la cholestase familiale progressive sur lesquelles je ne vais pas trop insister. Là, ici, vous avez les gènes correspondants donc, qui sont touchés dans ces pathologies-là. Sur les 2 dernières, je ne vais pas insister. Celle-là n'a pas de conséquences. Et celle-là est une maladie pédiatrique, en général de diagnostic pédiatrique, parce que vous savez, les atteintes sont sévères et donc sont surtout vues par les pédiatres. Alors, comment ça se passe? Dans la cholestase gravidique, donc c'est ce transporteur, c'est ce gène qui va se jouer sur ce transporteur. La cholestase gravidique, en cas d'augmentation des stéroïdes sexuels, et donc lors de la grossesse, vous avez une modification de l'excrétion biliaire qui s'exprime par un prurite, sans forcément de dermatose évidente, une augmentation des acides biliaires totaux qui sont supérieurs à 10 micromoles, une augmentation des alates, qui sont en général d'ailleurs assez élevées, et bien sûr, ça passe aussi, le diagnostic passe par le contexte, c'est gravidique, et par l'absence d'autres causes des différents symptômes, de prurite, de cytolyse ou bien sûr de cholestase, et vous avez tout fait le diagnostic de cholestase gravidique en faisant les examens appropriés, et ces anomalies disparaissent sans séquelles après l'accouchement. Le HELPAC syndrome. Le HELPAC syndrome, donc dans ce cas-là, vous avez cette pompe-là qui est altérée. Vous connaissez les principes. Les calculs biliaires, chez des gens qui sont souvent jeunes, souvent cholécystectomisés, avec récidive après la cholécystectomie, des antécédents de cholestase s'il s'agit de femmes, et surtout familiaux de premier degré, également chez des gens jeunes, de calcul, et donc de calcul biliaire, voire de cholécystectomie. Et vous connaissez tous le signe pathopneumonique que nos échographistes doivent rechercher, c'est-à-dire les spots hyperéchogènes intrahépatiques, avec ces fameuses images en queue de comète, et qui signent le diagnostic. Voilà. Alors ce topo rapide, c'était pour cibler quoi? Parce qu'après, il y a les 2 cholestases dont je ne parlerai pas trop. La cholestase récurrente bénigne qui joue également donc, sur ces transporteurs. J'y arriverai. Voilà, les 2 autres pathologies, familiales progressives et la cholestase, bon, il n'y est pas. Donc ce topo, le principe du topo, c'était d'insister donc, sur ces transporteurs ici, à la fois sur la notion, parce que la diapositive finalement la plus importante, c'est celle-là. Voilà. Donc, cholestase ne veut pas dire forcément augmentation de la gamma-GT, ne veut pas dire forcément ictère à bilirubine conjuguée. Le critère diagnostique à cholestase, c'est la phosphatase d'alcaline augmentée à plus de 2N avec un de ces éléments suivants. Après, donc, pour les cas diagnostiques, vous allez faire effectivement vos examens morphologiques habituels. Les examens sérologiques, quand vous pensez donc à une CBP ou une cholangite, et vous savez en faire le diagnostic. Et après, donc, quand vous avez ces histoires de cholestase qui sont un petit peu inexpliquées, pensez toujours au transporteur. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Corinne. Merci Jacques pour ta présentation, très claire. Est-ce que tu te sers des isorzimes des phosphatases alcalines? Oui, on peut se servir. Alors, c'est souvent inutile, parce que quand on a tous ces arguments, donc les fameuses symprim-nucléodidases, il ne faut pas oublier que les phosphatases alcalines, ce sont la réunion de plusieurs phosphatases alcalines, celles d'origine biliaire, hépatique, celles d'origine osseuse et celles d'origine digestive. Voilà. Les phosphatase alcalines digestives ont un rôle assez mineur. Les phosphatase alcalines osseuses, on connaît tous des causes purement osseuses d'augmentation de phosphatase alcaline.
Dans ce cas, la phosphatase alcaline spécifique du foie ou la plus spécifique du foie, c'est la 5'-nucléotidase. Il faut retenir qu'on dose les phosphatases alcalines et que la phosphatase alcaline hépatique, c'est la 5'-nucléotidase. En expérience, quand même, on se rend compte que souvent, on n'a pas besoin de ça, premièrement, et souvent, on est un peu déçu. On est déçu, oui, c'est mon expérience. C'est-à-dire que souvent, vous demandez un dosage et vous avez un dosage qui est normal alors que vous savez une cholestase. Voilà. C'est parfois le distinguo qu'on est amené à faire sur des patients parce que là, les patients ne sont pas purs, bien sûr. On n'a pas un patient qui a qu'une seule maladie à notre consultation. Et donc, ce que je trouve, c'est la 5'-nucléotidase qui est sur le papier théoriquement satisfaisante, puisque donc c'est la phosphatase alcaline du foie. C'est souvent assez décevant, puisque plusieurs fois, je ne sais pas si c'est votre expérience, enfin assez souvent, on trouve que ce n'est pas si spécifique que ça quand même. Oui, il y a une... Pour continuer sur ce sujet, est-ce que ça ne serait pas intéressant de doser plutôt la phosphatase alcaline osseuse quand on ne trouve pas de cause hépatique? Moi, je le fais plutôt dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Tout à fait, on prend l'isoenzyme et pas l'isoenzyme osseux. Jacques, moi j'ai une petite question sur comment tu situes le dosage des acides biliaires sériques. Les acides biliaires, dans très quelle souvent, situation? de la cholestase gravidique, Voilà, oui. ça c'est important. En général, dans les autres situations, on n'en a pas besoin, Non. parce que là, le topo est un peu biaisé, parce que la majeure partie de nos cholestases, c'est là où je n'ai pas insisté, c'est-à-dire les cholestases évidentes, c'est-à-dire les obstructions biliaires, quel que soit leur niveau, que ce soit des obstructions anatomiques sur les grosses voies biliaires, ou plus petites sur les... Donc, c'est ça notre quotidien. Dans ces cas-là, le dosage d'acide biliaire n'a aucun intérêt. Les acides biliaires, oui, sont intéressants dans la cholestase gravidique. Je voudrais juste dire que les acides biliaires en pratique libérale ne sont pas pris en charge. Oui. Et voilà, moi je ne Oui, savais c'est pas pour quand ça, ouais. je me suis installée. Et donc, non, mais il faut... alors je me rappelle plus, non, ça coûte pas très cher, mais un cas de cholestase gravidique où j'ai eu une patiente qui avait perdu son bébé. Sur la grossesse suivante, on a prescrit beaucoup d'acides biliaires et ça faisait finalement un petit budget à la fin, malheureusement pour la patiente. Mais le bébé suivant va très bien. Jacques, ce n'est pas forcément l'objet de ton topo. Le LPAC syndrome, l'enquête génétique, tu l'as fait ou pas? Tu le mets non, sous... si tu as les critères, non. Les critères, tu n'es pas forcément dans les critères diagnostiques du LPAC syndrome, tu n'es pas tenu de faire l'enquête génétique, qui est difficile. C'est vraiment un diagnostic échographique. On avait déjà eu des topos antérieurement là-dessus. C'est vraiment les radiologues, enfin, les gens, ça peut être des gastros, hein, ceux qui font des échographies, qui savent les faire au LPAC syndrome, vont faire le diagnostic. Et le critère diagnostique du LPAC syndrome, ça va être effectivement la fameuse image en queue de comète. Une fois que vous avez ça, si tu as une patiente jeune et qui a des calculs a fortiori récidivants, et je crois d'ailleurs qu'il faut y penser au premier accident du calcul finalement, une femme qui a 20 ans et qui vient te voir pour une migration lithiasique biliaire, il faut y penser, et c'est ce qu'on fait. Et c'est là où on fait des échographies un peu sensibilisées, dirigées avec des gens qui savent les faire. Et c'est vrai que quand on maîtrise cette technique échographique, ça redresse parfois beaucoup de diagnostics. Et ça fait même parfois des diagnostics chez des patients qui n'ont pas encore développé de symptomatologie de leur lithiase biliaire, qui pourtant existe déjà. Oui. En haut, là, oui, c'est bon. Et du coup, qu'est-ce que tu dis à la famille quand tu ne fais pas le test génétique pour le LPAC, que tu l'as diagnostiqué? Oui, mais dans ce cas, tu fais... Oui, alors, il y a cette notion-là. Le test génétique, là aussi, c'est un degré supplémentaire. Tu peux faire aussi une échographie, tu peux faire aussi tu peux voir ces gens-là et tu peux demander... voilà. Est-ce qu'il faut faire le dépistage génétique chez toute la famille des gens chez qui tu trouves un LPAC? Et puis le test est souvent négatif en plus. Et voilà. C'est un test génétique qui n'a pas une valeur de sensibilité, surtout de sensibilité extraordinaire. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas finalement limiter ces choses-là, soit à des cas très particuliers, soit alors se contenter de notre diagnostic que nous on sait faire? Et pour la famille, on peut leur dire de se faire suivre sur la clinique, pas de symptômes. Oui, pas de symptômes ou une échographie. Une échographie.
Si j'ai vu un homme de 35 ans, c'est qui venait voir pour toute autre chose et qui avait une échographie faite pour une de toute autre raison, chez qui était diagnostiqué par un radiologue tout à fait compétent et qui connaissait bien le syndrome des images en queue de comète. Alors c'était un peu... ce gars avait simplement de vagues épigastralgies. Je l'ai traité, il n'a plus rien. Est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas. Je me suis contenté, puisqu'il avait, je crois, un peu moins de 40 ans, de faire une échographie. Il a un frère qui, lui, pour l'instant, n'a rien développé. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas fait plus. Justement, pour ne pas risquer un test génétique qui ne va pas amener grand-chose. Mais ça, c'est sujet à débat. Bertrand, je crois que tu avais une question. Oui, juste un patient qui a une échographie qui montre des lithiases, qui a eu des crises, mais qui n'a pas de signe échographique de complications, il faut quand même être méfiant. Il faut rappeler quand même que la cholécystectomie, tu l'as peut-être dit, n'est pas indiquée dans le syndrome LPAC. Oui. Et que tu rajoutes dans le critère de diagnostic l'efficacité de la UDC? Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Parce que c'est assez important, sinon des LPAC, je trouve qu'il en fleurit de plus en plus. Quoi. Il en fleurit de plus en plus, justement, parfois découvertes un peu fortuites. C'est vrai que le cas que tu décris, où on découvre des gens qui ont des calculs vésiculaires, on fait un petit peu le diagnostic à rebrousse-poil par rapport à une trentaine d'années, où on était sur des gens qui avaient typiquement, donc, qui avaient fait une première manifestation biliaire, qui avaient été opérés, et c'est après, secondairement, puisqu'il n'y avait pas de diagnostic faisable, qu'on faisait le diagnostic. Maintenant, ce cas-là, effectivement, commence à fleurir, comme tu dis. Olivier, tu avais une question? Si tu as une écho qui est normale chez un apparenté de LPAC, tu élimines définitivement un LPAC ou tu recontrôles? Non, je crois qu'on ne peut pas le faire. Ça. Et donc, tu prévois quoi? Tu proposes à 5 ans de refaire une écho tous les X? Oui, tout à fait. Alors là, je n'ai plus le consensus en tête, mais effectivement, tu peux imaginer qu'il y a eu un profil évolutif, un suivi évolutif. Ouais. On va poursuivre. On est parfaitement dans les temps. Merci beaucoup, Jacques. Ouais.